Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour la vidéo spéciale review de WrestleMania 39. Ça y est, c'est enfin terminé, on est fatigué. Enfin moi personnellement je suis fatigué parce que j'ai tout suivi en live. Et je profite donc de cette RTT aujourd'hui pour tourner cette vidéo et faire une review plutôt à chaud du coup de ce double événement qui forcément fait beaucoup réagir en bien et en mal, hein. C'est comme toujours, hein, surtout avec WrestleMania, hein, puisque c'est quand même l'événement majeur de la WWE chaque année. Et il y a eu évidemment beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, comme d'habitude, je vais revenir un peu sur ce que j'en ai pensé, en mettant des notes, hein, des commentaires, etc., selon le format un peu ancien que je faisais avant et que j'essaye de reproduire en format un peu plus court dans mes morceaux catch. Là, on va s'étaler un petit peu plus, hein, d'autant plus qu'il y a eu les deux nuits, mais au moins, ça va être une vidéo entièrement consacrée à WrestleMania, hein, donc voilà, on va avoir peut-être un peu plus le temps de s'étaler sur les différents matchs. Déjà, d'abord, un premier remerciement. Je remercie mon camarade de TT, Stéphane, qui m'a gentiment proposé de faire une miniature pour cette vidéo et j'en ai profité non seulement pour mettre cette miniature donc que vous pouvez voir à l'écran et donc aussi donc de la mettre aussi en introduction. Voilà, c'est quand même très joli ce qu'il fait et voilà, je voulais aussi vous le faire partager et si vous voulez en savoir plus hein, sur ses créations, je vous invite à regarder son lien Instagram et sa boutique, hein, car il a également une boutique. Tout cela en description de ma vidéo et vous allez pouvoir voir tout ce qu'il peut faire. C'est quand même vraiment très qualitatif et c'est vraiment voilà, c'est super cool et il fait ça très vite et voilà, c'est très porté sur le catch, mais pas que. Et voilà, comme vous pouvez le voir, franchement, c'est très joli. Donc merci beaucoup encore TT pour cette collaboration. Il y en aura d'autres, hein, des vignettes, hein, ça c'est sûr. Voilà. Moi maintenant, on va passer du coup à la review de la première nuit, parce on va aller dans l'ordre. Je vais d'abord parler des notes. Je vous ai présenté le graphique de mes notes de la première nuit. Ensuite, je déroulerai tous les matchs de la nuit 1. Et ensuite, le graphique de la nuit 2 avec mes notes et je déroulerai les différents matchs. Si je devais déjà faire un premier bilan, hein, déjà global de ce WrestleMania, je dirais que on a d'abord eu une nuit 1 de très grande qualité, hein, comme toutes les premières nuits d'ailleurs, auxquelles on a pu assister depuis 3 ans que WrestleMania est sur 2 nuits. Si les choses n'avaient pas très bien commencé, hein, avec ce match de qualité très moyenne entre Theory et Cena, la suite a largement su s'élever au niveau de ce qu'un WrestleMania est censé être. On a eu à la fois du grand spectacle, du drama, du storytelling, du bon catch, de l'intensité et pas mal d'émotions, hein, notamment dans les 3 derniers matchs qui furent les plus importants de cette nuit 1. Le showcase par équipe a très bien relancé la machine après un opener balbutiant. Paul et Rollins ont offert un très beau spectacle de showman. Le 3 contre 3 féminin, bien que loin d'être étincelant, a constitué, je dirais, un bon moment de milieu de show avec le fanservice nécessaire. Ray et Dominic Mysterio ont tiré le meilleur de leur rivalité avec un très bon storytelling. Ripley et Flair ont offert une formidable partition et montré à quel point ces deux femmes étaient à la fois le passé, le présent et le futur du catch féminin à la WWE. Et enfin, les Usos, Kevin Owens et Sami Zayn ont conclu les débats en apothéose avec un super spectacle, un fort en émotion et en storytelling. J'en profite donc pour vous présenter donc le visuel des notes de cette nuit 1. Eh bien voilà, une note très élevée, de 4 étoiles. Je pense que voilà, pour les quelques arguments que j'ai pu avancer en introduction, ouais, voilà pourquoi j'ai mis cette excellente note de 4 étoiles qui est assez rare de ma part. Il faut dire aussi que la carte de la nuit 1 hein, fut bien plus alléchante hein, sur le papier que celle de la nuit 2, ce qui était aussi pas mal, hein, il faut le dire. Je dirais que la principale critique que j'émettrais sur cette nuit 1 fut la trop grande propension à basculer vers le fan service et le feel good moment, hein, parce que hormis la victoire introductive de Théorie, hein, il y avait franchement rien à proposer pour climatiser la foule un petit peu. Hein. Les faces ont largement dominé les débats et même la victoire de Ripley, hein, bien qu'elle soit heel, cette victoire a su emporter l'adhésion d'une grande partie du public, hein. Sans oublier la victoire moins importante, hein, mais de Pat McAfee dans un match impromptu face aux Miz, qui là aussi a permis au public d'avoir le smile, hein, l'espace de quelques instants.
C'est évidemment bien hein, d'avoir des moments cool dans un show de catch, mais c'est bien aussi, je pense, de savoir les doser et d'éviter d'avoir un trop plein de bonheur, je dirais. Et c'est ce qu'ils ont eu, d'ailleurs, je pense, en tête lorsqu'on a regardé la nuit 2 le lendemain, qui fut quand même bien moins joyeuse au niveau des résultats. À mon sens, hein, je trouve qu'ils auraient dû mixer davantage les émotions entre les deux nuits. On est passé du blanc au noir en 24 heures, alors qu'ils auraient gagné à être plutôt gris, je dirais, dans les deux nuits. Hein. Et la nuit 2 nous aura particulièrement calmé hein, par rapport à la nuit 1, hein, avec la victoire de Ronda et Shayna en crevarde. Gunther qui conserve son titre, Asuka qui n'arrive toujours pas à gagner un match solo à WrestleMania, et même un match en général. Damon Balor enterré par un vétéran, et Roman Reigns qui aura juste infligé la climatisation de la décennie à bon nombre de fans dans le monde entier. Hein. Donc dans la plus pure traduction désormais des WrestleMania sur deux nuits, bah vous voyez la nuit 1 aura encore été meilleure que la nuit 2, hein, vous verrez la note tout à l'heure. La faute d'abord à une carte bien plus qualitative hein, dans la nuit 1 par rapport à la nuit 2, et des choix de booking en nuit 2 qui ne sont à mon sens pas les meilleurs et qui forcément te rendent un peu plus ronchon et donc moins enthousiaste à l'égard du show. Hein. Et on va voir ça justement dans le détail. Donc voilà, on va un peu détailler donc les notes donc de cette nuit 1. Théorie Sina 2,75. Le match le moins bon de cette nuit 1. Ensuite, le Fatal 4-Way masculin Showcase 3,75. Donc une note très correcte. Et même une bonne note. Logan Paul contre Rollins 4 étoiles. Aussi une bonne note. Damage Control contre Becky Lynch, Lita et Trish 3,5. Bon, c'est un peu en dessous, mais ça reste correct. Ray et Dominique, père contre fils, 3,75. Ripley contre Flair, 4,5. Et Kevin Owens et Sami Zayn contre les Usos, une note énorme de 4,75. Donc là, vous voyez qu'on finit le pay-per-view quand même sur deux très gros matchs. Voilà, maintenant on va aller un peu plus dans le détail donc, de ces matchs. Théorie contre Sina donc 2,75. On commence doucement ce show avec ce match qui de loin fut le moins bon de cette nuit 1. Sina n'a clairement plus la flamme qu'il avait hein, du temps de sa splendeur et on le sent vraiment rouillé, hein, très clairement. Théorie tient parfaitement son rôle de heel, hein, arrogant afin de s'attirer la hate du public et ça fonctionne assez bien. On aura juste laissé le temps à Sina de faire son mythique enchaînement des coups de bélier avant le spin-out powerbomb et le five knuckle shuffle. Et on finira avec ce bum d'arbitre, hein, pas franchement nécessaire, histoire de protéger tout de même Sina dans la défaite. Sina porte un STF, Théorie tape, mais l'arbitre fait dodo. Sina lève les bras et pense gagner, mais voit l'arbitre KO. Théorie portera alors un low blow à Sina et va l'achever avec son 8 count down. Sina se couche donc pour la bonne cause, hein, histoire de mettre en avant le futur, et c'est bien là tout ce qui comptait hein, dans ce match, qui certes avait une bonne gueule hein, sur une carte de WrestleMania, mais qui au final n'a pas franchement été une réussite in ring. Sina est quasiment retraité, hein, et quand on voit cette prestation ainsi que sa précédente, hein, d'ailleurs fin 2022, on peut se demander s'il ne devrait pas carrément arrêter hein, dès maintenant, hein, parce que franchement là, il peut plus quoi, et puis on sent qu'il est un petit peu, voilà, un peu à côté du sujet. Enfin, il a juste fait le minimum syndical. Puis il en fait des caisses hein, dans son acting. Bon, j'aime pas du tout. Là, franchement, il pourrait arrêter. Hein. Voilà, Hall of Fame et puis la retraite. Hein. Franchement, là, c'est mort. Hein. Un petit 2,75 donc pour ce match, pas franchement mémorable, hein, mais qui au moins aura accouché du bon vainqueur, et il ne pouvait pas en être autrement. Hein. Voilà, le match suivant, Street Profits contre Viking Raiders, contre Alpha Academy et contre Braun et Ricochet, le fameux donc match Showcase, qui n'avait donc aucune storyline, était complètement gratuit. 3,75, donc une assez bonne note. C'était vraiment un match très cool, qui aura parfaitement su jouer son rôle, hein, savoir un spot fest ultra divertissant et spectaculaire, qui aura réussi à réveiller un public quelque peu climatisé hein, par la victoire de Théorie juste avant, même si elle était attendue. Ce match a aussi permis de mettre en avant hein, quelques participants en leur donnant aussi une récompense en quelque sorte, hein, car c'est aussi à ça que sert WrestleMania. On peut citer Chad Gable hein, avec son superbe Chaos Theory sur Strowman, Angelo Dawkins capable de stopper un train, hein, le train Strowman lancé à pleine vitesse, hein, c'était spectaculaire. Ricochet au terre d'un crossbody sur un tas de catcheurs placés en mode tour infernal, et d'un très beau shooting star press hein, à l'extérieur, qui nous aura tous pris par surprise. Strowman auteur d'un beau splash de la troisième corde, hein, assez rarissime de sa part, et Montesford aussi qu'on pourra saluer, qui aura bien fini le travail avec un très beau splash hein, from the heavens sur Ricochet, bien aidé par son compère Dawkins.
Voilà, c'est comme ça que le match va se terminer. Il m'aura manqué tout de même quelques éléments, hein, comme un peu plus de mise en valeur des Viking Raiders qui ont bien du mal, je trouve, à s'imposer dans le main roster et à s'imposer aussi dans ce match. Eric m'a paru encore plus effacé d'ailleurs que Kaivar. Un clash des big men, hein, qui a aussi dans ce que je déplore, c'est qu'un clash des big men qui avait été teasé dans le 4 contre 4 du Raw précédent, mais qu'on n'aura toujours pas eu dans ce match. C'est dommage. Et on pourrait aussi déplorer de façon un peu plus mineure, je dirais, l'absence de Maxime Dupri et même des Maximum Male Models qui auraient pu aussi être de mise afin de continuer l'histoire avec Otis. Mais on l'a pas fait ici. Mais en dehors de ça, le contrat fut rempli sur les moins de 10 minutes qu'on avait affecté à tout ce beau monde. Je voyais plutôt une équipe face, hein, s'imposer, hein, du coup je ne suis pas surpris par le résultat. J'étais hésitant, mais finalement j'avais changé, j'étais plutôt parti sur les profits plutôt que Braun et Ricochet, donc j'ai bien fait. 3,75 donc me semble être la meilleure note possible, hein, vu la courte durée de ce match, qui aura redonné un bon coup de fouet à cette nuit 1, hein, après un opener quelque peu ronronnant. Hein. Le match suivant, Logan Paul contre Seth Rollins, 4 étoiles. Un match qui, malgré un build-up assez moyen, était assez prometteur sur le papier, hein, au vu des capacités athlétiques de Logan Paul et du véritable performeur in-ring, hein, qu'est Seth Rollins. Et très franchement, on pourra dire que Paul aura encore su répondre aux attentes, hein, malgré le peu d'expérience qu'il a en tant que catcheur. Rollins a fait ce qu'il fallait pour le mettre en avant et on aura vu de belles manœuvres avec quelques near falls frissons, hein, comme celui de Paul sur le pedigree de Rollins et de Rollins sur le beau frog splash de Paul. On sentait depuis le début, hein, que quelqu'un se cachait sous le costume de la bouteille de Prime et logiquement il s'agissait de KSI puisque Paul et lui-même avaient eux-mêmes lancé cette boisson. Ça aura permis, je dirais, un moment fun, hein, voilà, avec le splash dévastateur de Paul porté malencontreusement sur KSI, hein, alors après que Rollins les tirait sur la table des commentateurs pour prendre le bump à sa place. Le match se finit plutôt de bonne manière avec cette tentative de coast to coast de Paul contrée par un super kick de Rollins, suivi du curb stomp. Là aussi, la bonne personne a gagné, hein, car Rollins, mine de rien, n'avait plus gagné à WrestleMania depuis 4 ans et avait besoin d'une belle victoire, hein, dans l'optique, pourquoi pas, d'un futur match de championnat mondial, hein, c'est bien possible. Hein. Et cette nuit 1 est définitivement lancée, hein, après le bon spot fest précédent et l'on peut continuer à monter en puissance, hein, du moins l'espère-t-on à ce moment-là. Un joli 4 étoiles donc, et à nouveau une jolie performance de Logan Paul, définitivement plus convaincant en heel qu'en face, hein. Ça c'est incontestable. Le match suivant, Damage Control contre Becky Lynch, Lita et Trish Stratus, 3,5. Un honnête 3v3 je dirais, malgré un clan très mal booké, hein, d'un côté, les Damage Control, et deux femmes quasi retraitées de l'autre. Les heels ont logiquement leur phase de domination, hein, et on prend bien son temps, hein, avant de faire le tag avec Trish, histoire de frustrer un peu le public, hein, pour le grand retour in-ring de Trish après 4 ans d'absence. J'étais pas très confiant, hein, vis-à-vis de la performance de Lita, et j'ai eu raison, hein, on sent bien qu'elle est rouillée à l'image de Sina et que le poids des âges se fait sentir. J'espère qu'elle ne gardera pas le titre tag trop longtemps d'ailleurs. En revanche, Stratus a confirmé la bonne impression qu'elle m'avait laissée face à Flair au SummerSlam 2019. On sent qu'elle en est encore sous le capot et je ne serais même pas contre, hein, un dernier run de sa part. Io Sky a pu montrer ses qualités athlétiques, hein, c'est une bonne chose. Les échanges entre Becky et Bayley étaient de qualité et on sent très rapidement qu'elles ont une bonne alchimie, hein, ça n'est plus à démontrer. Ça a permis aussi de redynamiser le match, hein, vu le manque de vitesse, hein, des deux vétérantes, hein, et en particulier Lita. L'emballage final, lorsque le match devient tout fou, est classique, mais c'est quand même bien réalisé. Je déplorerais tout de même, hein, deux éléments, hein, qui m'ont gêné. C'est d'une part les 6 femmes, hein, qui font en sorte de revenir sur le ring juste avant le compte de 10. Alors qu'en soi, seules les 2 femmes légales devraient le faire. Les 4 autres n'avaient pas besoin de se dépêcher pour remonter sur le ring. C'est les femmes légales qui comptent. Bon, ça c'est le premier élément. Et sur le spot final, où Becky est sur la deuxième corde, en difficulté avec Bayley, on voit Lita et Trish chacune dans un coin, là, à simplement jouer les spectatrices, sans rien faire, au lieu d'essayer d'aider leur partenaire, quoi, ça aurait permis un surnombre à 3 contre 1, mais finalement, Becky va s'en sortir toute seule avec un Man Handle Slam de la deuxième corde, hein, sur Bayley, pour s'imposer. Bon, ça c'est assez bizarre leur attitude. Un finish assez protecteur donc pour Bayley, mais le problème c'est que il est consécutif à de trop nombreuses défaites de Damage Control, dont la fin me semble, voilà, quasi inéluctable. Là, je pense que leur défaite, c'était le dernier clou dans leur cercueil, hein, d'autant plus que comme un symbole, c'est la leader du clan qui essuie cette défaite.
Donc là, je pense que c'est terminé. Et puis on a vu les tweets de Io Sky, on a vu les tweets de Bailey, qui semblent très clairement aller dans le sens d'une fin du clan et d'un renouveau. Et je pense qu'il le faut, quoi. Parce que là, c'est plus possible. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Damage Control, ça aurait été un flop. Et voilà. Et maintenant, il faut passer à autre chose. Je l'avais dit dans ma vidéo prono, et que qu'il fallait s'arrêter là, quoi. Il valait mieux s'arrêter là et arrêter les frais, quoi. Ça n'a pas fonctionné. Et voilà, ça peut arriver. Hein. Parfois, il y a des flops. Et puis, bah, voilà, au moins, on aura essayé, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une victoire feel good, hein, au final, qui est plutôt logique, je dirais, au vu du retour des deux légendes sur le ring, hein, en particulier Stratus après 4 ans d'absence. Il y a eu quelques beaux spots, hein. Lita, malgré son ring rust, a été plutôt convenable. Trish demande à être revue, hein, je pense, et Io Sky peut aussi avoir son mot à dire en solo par la suite, hein, parce qu'elle a montré comme de quoi elle était capable. Je reste plus perplexe par contre par rapport à Dakota Kai, qui n'est pas une mauvaise catcheuse en soi, hein, mais qui ne m'a jamais inspiré grand chose et m'a jamais vraiment donné l'impression qu'elle pourrait crever l'écran à l'avenir, hein. Ce qui était déjà mon sentiment à l'époque de NXT, hein, mais ça c'est un sentiment complètement personnel. C'est une bonne catcheuse, hein, bien entendu, mais voilà, pour moi il me manque quelque chose, quoi. J'arrive pas à m'investir davantage, plus que ça en elle. Un match donc honnête, je dirais au final, sympathique, pas trop long, qui vient conclure une longue rivalité un peu palpitante, histoire d'occuper Becky et Bayley. Mais bon, le booking désastreux de Damage Control aura largement entravé mon intérêt pour cette rivalité, hein. Ça a été vraiment tiré très très loin, beaucoup trop loin même, cette rivalité. Voilà, donc bon, le match est passable, mais vraiment rien de plus, quoi. Le match suivant, Rey Mysterio contre Dominic Mysterio, 3,75. Un Dominic que j'ai trouvé bien plus charismatique, hein, avec son masque, hein, lors de son entrée. Je me demande s'il devrait même pas le garder en fin de compte, hein, mais même si on connaît déjà son visage. C'était vraiment pas mal cette entrée. Et l'entrée en mode prisonnier et celle de Rey aussi, hein, celle de Rey pur fan service, hein, en hommage à Eddie Guerrero avec Snoop Dogg à ses côtés, hein. C'était vraiment très cool, hein, il s'est vraiment fait plaisir, Rey. On n'oubliera pas non plus le masque spécial de Rey en hommage au Great Muta, hein, son nouveau collègue, hein, parmi les Hall of Famers de la WWE. J'imaginais d'ailleurs la même entrée pour Dominique, hein, au bord de la voiture d'Eddie, hein. Ça aurait pu être aussi un grand moment pour la hit, hein, et histoire de faire un gros troll, ça aurait pu être pas mal. Certes, Dominique est encore green, hein, il ne sera peut-être jamais un grand performeur comme son père l'était, mais tout cela est largement compensé, je dirais, par la qualité de l'histoire et le build-up qu'on a eu. Certes, ce match contenait pas mal d'overbooking, hein, comme on pouvait s'y attendre, avec pas mal d'acteurs présents dans ce match, y compris Bad Bunny, hein, aux commentaires, ce qui pouvait d'ailleurs donner une idée de la suite à venir dans l'optique de Backlash en particulier. Mais j'ai trouvé que chacun de ces acteurs avait non seulement sa légitimité, au vu de la storyline, mais également son utilité. La Legado del Fantasma était présente, hein, elle est venue à un moment donné pour aider Rey Mysterio en cas d'intervention du Judgment Day, hein. C'est ce qui est arrivé, comme Escobar l'avait promis à Rey Mysterio dans un segment backstage la veille du match à SmackDown, justement, il l'avait promis. Et ben, le Judgment Day s'est pointé. Et Legado est venu faire le save, c'est normal. Balor et Damien Priest sont logiquement intervenus pour la hit, hein, avant justement de faire venir la Legado des Fantasma. La femme et la fille de Rey étaient là ringside pour avoir leur petit rôle à jouer pour que Dominique les provoque. Et enfin Bad Bunny donc aura permis en fin de match d'éviter à Dominique d'utiliser une chaîne pour que Rey puisse ensuite vaincre son fils avec un 619 suivi d'un frog splash de la troisième corde. Je ne suis pas hyper favorable à ce choix de vainqueur personnellement, car j'aurais 100 fois préféré que Rey se couche pour son fils pour mettre l'avenir en avant. Mais on va rester quand même patient. J'ose espérer qu'à Backlash, voire peut-être un petit peu après, on aura des suites un peu plus glorieuses pour Dominique en particulier, hein, avec un possible tag team match entre par exemple Santos Escobar et Rey Mysterio d'un côté et Damien Priest et Dominique de l'autre. Ou bien peut-être un Bad Bunny contre Dominique, hein, vu la fin du match. D'autant que Triple H, hein, en conf de presse juste après le show, a clairement ouvert la porte à un retour in-ring de Bad Bunny, hein, en disant en gros, s'il a envie de catcher, il me le dit, il connaît mon numéro, et je ferai ce qu'il faut. Voilà, au moins les choses sont claires, hein, et je pense que ça va arriver. Donc à mon avis, Bad Bunny contre Dominique, ça peut être envisageable, hein. Du coup, ça pourrait justement permettre de donner une belle victoire à Dominique en compensation, hein. On aura donc finalement opté pour un énième feel-good moment, hein, dans cette mi-1. Ça fait sans doute beaucoup, mais je vais attendre de voir comment les choses vont évoluer pour Dominique avant de véritablement me plaindre. Mais en tout cas, dans son déroulement, le match est bien raconté.
on est autant investi que le public, il y a des retournements de situation et de l'incertitude quant au dénouement, donc à mon sens le contrat est rempli, et ce match mérite cette note de 3,75 que je lui ai donnée. Voilà, il y avait une belle histoire, on a un point A, on a un point B, et on a le cheminement qui est très clair, c'est une histoire simple, une histoire de famille, le public américain adore ça, hip-hop. Voilà, dès que la mère se gifle son fils, et va très mal réagir lorsque Dominique va jeter le verre d'eau à sa sœur. Voilà, c'est de la famille. On est tous concernés en fait, ça nous touche de près. Donc c'est une histoire simple que tout le monde comprend. Et c'est aussi ça le catch, c'est aussi de nous provoquer ça, nous raconter des histoires, provoquer des émotions, et aussi avoir ce petit côté, voilà, proximité quoi. Faut aussi qu'on se reconnaisse un petit peu dans certaines histoires. Parfois ça va un peu dans du n'importe quoi, dans du surnaturel, etc. etc. Mais aussi il faut penser, parfois être un peu plus terre à terre. Et c'est pour ça peut-être aussi que le surnaturel, ça fonctionne pas très bien. On en parlera avec Valor. Voilà, et puis on en a déjà parlé avec le Finn. Voilà. Le match suivant maintenant, Charlotte Flair contre Rhea Ripley, 4,5, voilà, une note très élevée. Comme l'a dit Michael Cole, ce match était historique. Puisque pour la première fois dans l'histoire de WrestleMania, nous n'avions que des femmes impliquées dans un match, à savoir les catcheuses, l'arbitre, Jessica Carr, et l'annonceuse, Samantha Irvin. Un sacré symbole, en tout cas qui était bon d'indiquer, et c'est vrai qu'on n'a jamais eu ce combo de femmes dans un même match à WrestleMania. Les choses avancent, mine de rien. Un match très attendu, qui aurait pu aussi faire le main event, mais la storyline, je dirais, de la Bloodline est si importante que ce match n'a pu faire que le co-main event. C'est un choix je dirais qui peut être discutable, mais je le comprends personnellement, même si ça fera 2 années de suite que la gagnante du Rumble ne fait pas le main event de Mania. Concernant ce match, il n'y a pas grand chose à critiquer, c'était à mon sens un vrai bon match qui aura largement tenu ses promesses entre une grande championne déjà légendaire et une autre qui est déjà sur le point de le devenir. Les deux en imposent d'un point de vue charisme, mais aussi sur le ring. La bataille fut disputée, les coups échangés furent rudes et la dramaturgie fut progressive et bien amenée. Un match qui reposait en grande partie sur la capacité, ou non, de Rhea Ripley à pouvoir enfin battre Flair, chose qu'elle n'a jamais pu faire auparavant malgré plusieurs tentatives depuis 3 ans. Rhea tentera plusieurs fois son Riptide, 2 fois de manière avortée et une 3e fois réussie, mais avec un dégagement de Flair, laissant alors penser qu'il ne reste plus grand chose en magasin à Rhea pour s'imposer. Mais il faudra finalement un dernier Riptide, cette fois-ci de la 2e corde, pour enfin s'imposer. Un spot qui d'ailleurs m'a tout de suite rappelé un spot similaire, un spot similaire à celui qui avait permis à Rhea Ripley de détrôner Shayna Baszler pour le titre NXT, c'était fin 2019. Elle avait porté un Super Riptide de la 2e corde exactement de la même façon, mais c'était d'un autre coin, c'était le coin gauche, alors que là elle a gagné du coin droit. Je ne sais pas si c'était un clin d'œil en tout cas, mais moi j'ai envie de le croire, que c'était un clin d'œil cette victoire de NXT. Cette victoire de Ripley était pour moi indispensable, elle s'apparente également à un feel good moment en quelque sorte, en dépit du fait qu'elle soit heel, car mine de rien, une bonne partie du public était derrière elle, et Flair n'est franchement pas une babyface en qui tu as envie de t'investir, tellement c'est une heel naturelle. Ripley entre déjà dans la légende, en étant la seule femme à faire le quadruplé championne NXT UK, championne NXT, championne d'Euro et championne de SmackDown, donc un quadruplé que jamais personne ne fera, évidemment, puisque NXT UK c'est terminé. Incroyable quand même pour une catcheuse de seulement 26 ans. Franchement, c'est très fort, sans oublier car en plus elle a déjà été championne par équipe. Ça va sans doute permettre en tout cas à Ripley et même au Judgment Day de davantage se montrer du côté de SmackDown et de proposer des affiches un peu fraîches. Donc du coup c'est un bon move en soi je pense, notamment avec la Legado. Forcément il y a encore des choses à écrire. Du coup vu que la Legado est du côté de SmackDown, donc là je pense qu'il va y avoir des retrouvailles avec le Judgment Day. Un excellent match féminin en tout cas qui restera dans les annales au même titre que le Sasha Banks Bianca Belair de WrestleMania 37. Pour moi ça se place à ce niveau-là. 4,5 pour cet excellent match. The Queen a peut-être trouvé son héritière, ça y est. En tout cas bravo aux 2 femmes, c'était vraiment superbe. Je n'ai pas noté le match impromptu entre le Miz et Pat McAfee qui était plus un segment qu'un vrai match, tout comme je n'ai bien sûr pas noté l'impromptu du lendemain avec Snoop Dogg et Shane McMahon. George Kittle aussi qui avait aussi le rôle du Gronk de service lorsqu'il a porté une corde à linge au Miz à l'extérieur du ring, un geste qui d'ailleurs n'a même pas provoqué de DQ, chose absolument incompréhensible, enfin passons. Comme je l'avais suggéré dans mon dernier Manso Catch, le Miz était là
aussi hein, pour se prendre quelques branlées. Hein, il n'est pas surprenant que l'on ait eu ce match impromptu hein, lors de la nuit 1 et aussi dans la nuit 2. Cela étant, ça faisait encore un feel good moment supplémentaire, donc avec cette petite victoire de McAfee, ça fait quand même vraiment beaucoup, je trouve. Quant à Shane McMahon, bah, c'est quand même un sacré coup dur de se blesser comme ça, et assez ridicule même de se blesser comme ça en direct pour son retour et pour un mini combat de 2 minutes, hein, juste sur un saut. Il a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour se blesser. Ça rappelle même la blessure de son père hein, au Rumble hein, lorsqu'il avait dû régler le problème entre Batista et Cena. Hein, décidément, ça pourrait presque être un clin d'œil du destin plusieurs années après. Cela étant, j'ai trouvé les surprises de Shane McMahon et McAfee quelque peu décevantes. Bon, pas très, je dirais, audacieuses. Je m'attendais à mieux. Bon, et on notera quand même que Randy Orton et Gable Stevenson, qui auraient pu aussi être d'autres noms, ne se seront pas montrés dans ce WrestleMania. Donc il va falloir être un petit peu patient. Et encore moins Bray Wyatt. Ça, là, je pense que là, ça va être compliqué pour Wyatt. On va passer maintenant au main event de cette nuit 1, à savoir Kevin Owens et Sami Zayn contre les Usos. 4,75, voilà, note très élevée. Un match qui était évidemment hyper attendu hein, depuis des mois et qui mérite, à mon sens, sa place en main event. Voilà, et comme le Triple H l'a dit en conférence de presse, hein, je pense que l'histoire elle dépasse tout, elle justifie à elle-même cette place en main event, hein, en dépit, voilà, même en dépit du fait, bah, du coup, et que ça met les femmes entre guillemets au second plan parce qu'elles passent du coup en co-main event. Mais là, je pense qu'il fallait bien faire un choix. Hein. Et pour moi, ce choix se justifie amplement. Hein. La note que j'ai donnée, en tout cas, ce 4,75, c'est une note très élevée, mais très franchement, je vois mal comment j'aurais pu donner moins, tellement la hype était présente, et tellement l'histoire qui nous était racontée était belle. Le match est vraiment super bien construit. Les Usos ont bien sûr leur phase de domination, hein, histoire de calmer la foule. Et les Faces ont des comebacks ultra popés qui dynamisent une foule déjà hyper investie à la base, malgré la fatigue et les quasi 4 heures de show hein, qui viennent de s'écouler. J'ai aimé voir Sami Zayn singer les Usos hein, en levant le doigt au ciel avant de porter un Uso Splash, tout comme le fait de voir Jey Uso plus tard porter un Eluva Kick à Sami. Ici, il s'agissait pas du tout d'un match scientifique, hein, avec un travail particulier sur un membre de son adversaire, mais il s'agissait ici d'une véritable guerre de tranchées entre deux frères de sang et deux compagnons de toujours. Les near fall étaient incroyables d'intensité, notamment lorsque Zayn se dégage d'un Wendy et Owens d'un double Uso Splash. Il y aura même un dégagement hein, de l'un des Usos sur un stunner d'Owens, chose assez rare également. L'intensité et la dramaturgie montent progressivement, le public est à fond, et la séquence finale est superbe, vraiment lorsque Owens portera sa corkscrew suplex de la troisième corde sur Jey Uso, et que Zayn réclamera avec ardeur le tag à Owens, avant d'achever Jey à 3 reprises avec un Eluva Kick, non sans avoir pris son temps entre chaque move, histoire de bien rappeler à Jey que tout cela, bah, c'est de sa faute à Jey, et qu'il aurait dû écouter Sami, au lieu de rester fidèle à la Bloodline. Le public explose alors, hein, comme il se devait. La victoire de Kevin Owens et Sami Zayn était vraiment indispensable et attendue hein, depuis des mois. C'était la seule équipe hein, véritablement à pouvoir faire enfin tomber les Usos après un si long règne. Un super moment d'émotion pour conclure cette nuit 1 de la meilleure des façons, même si cela fut à nouveau un feel-good moment, chose décidément omniprésente hein, donc dans cette nuit 1. 4 catcheurs au top, 4 compteurs d'histoire formidables, une foule investie à 300%, du bon catch et un storytelling au sommet, le tout dans un main event de WrestleMania. Tous les ingrédients furent réunis hein, pour obtenir ce résultat, à savoir un très grand match hein, qui, à son tour, après le flair replay qui a précédé, entrera aussi dans l'histoire comme l'un des plus grands main events de l'histoire de WrestleMania, je pense. C'était d'ailleurs la toute première fois, hein, il faut aussi le noter, la toute première fois que des championnats par équipe étaient défendus en main event de WrestleMania. C'est une chose intéressante aussi à souligner. Alors effectivement, le fait qu'on ait maintenant 2 nuits, ça aussi facilite ce genre de choses. 4,75, amplement mérité pour ce très grand moment qui pouvait encore augurer de très grandes choses hein, lors du Cody contre Reigns du lendemain. Et évidemment, Owens qui devient aussi au passage Grand Slam Champion. Enfin, ça y est, bah, c'est un très grand moment mérité pour lui aussi, hein, voilà, avec lui Grand Slam plus Ripley qui aussi arrache le dernier titre qui lui manquait, celui de SmackDown. Voilà, on a quand même les deux grands gagnants, je dirais, de cette nuit 1. On va passer maintenant aux notes de la nuit 2, et vous allez voir que c'est pas la même chose. Déjà la note globale de cette nuit 2, 3 étoiles 25, donc on est quand même bien en dessous de la nuit 1 hein, qui était quand même à 4 étoiles.
Là, on voit quand même la différence entre les deux nuits que je dirais assez criante. Et puis bon, j'étais quand même moins hypé au vu des affiches proposées, enfin globalement, hein, notamment les deux premières. Donc ça, et puis en plus il n'y avait que 6 matchs prévus, donc voilà, il n'y avait pas grand chose non plus pour compenser. C'était plus compliqué. On va commencer déjà par le Lesnar Omos. Ben, comme vous pouvez voir, je l'ai pas noté parce que c'était beaucoup trop court. Il s'est pas passé grand chose. Et puis voilà, je peux pas noter un match aussi court. Le four-way féminin showcase 2 étoiles seulement, hein, malheureusement. Sheamus contre McIntyre contre Gunther 4,5. Très bonne note. Asuka contre Belair, une très solide note de 4 étoiles. Demon Balor contre Edge, 3,5. C'est pas énorme, vous verrez pourquoi. Reigns contre Cody, hein, le fameux match, 4 étoiles écart, une bonne note, mais il y aura quand même aussi des choses à dire. Voilà, donc on va aller maintenant dans le détail. Donc Lesnar contre Omos, non noté donc. Sans surprise, hein, ça n'aura pas duré longtemps, et puis bah, ça n'aura eu que très peu d'intérêt. Cependant, hein, je trouve que malgré tout, durant ces 5 petites minutes que ce match aura duré, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient faire en racontant quand même une petite histoire avec Lesnar qui se fait martyriser pendant un moment avant de faire un comeback, de tenter un F5 qui ne fonctionne pas, car Omos est trop lourd, pour finalement réussir à le porter juste après et s'imposer. Voilà, bon, bah, tout ce qu'on attendait, c'était de toute façon que Lesnar arrive à porter des German suplex à Omos et à l'achever avec un F5, histoire d'avoir un WrestleMania moment et des images saisissantes à montrer, hein, rien d'autre. J'en attendais pas plus personnellement, même si ce match était peu intéressant. Pour moi, le contrat est rempli. Omos a eu son utilité habituelle, hein, voilà, et on devine bien qu'il n'aura pas une grande carrière à la WWE. Comme ce match était vraiment court, bah du coup, voilà, comme je le disais, je ne l'ai pas noté, ça n'a pas d'intérêt à l'image de ce match. Voilà, on verra bien maintenant ce qui va se passer pour Lesnar, qui sera peut-être encore à nouveau s'absenter pendant quelques temps, et puis Omos, on le remet au placard en attendant de retrouver un nouveau big guy, qui viendra encore à nouveau l'enterrer, évidemment. Le match suivant, le Fatal 4-Way Showcase, donc des femmes. 2 étoiles seulement, hein. Bon, j'avais pas une grande hype, hein, pour ce match, j'en attendais pas grand chose. On enchaîne avec donc du coup avec le deuxième match le moins attendu de toute cette nuit 2. Hein, c'est pas franchement le meilleur moyen de se mettre dans ce show, hein, d'autant qu'il ne contenait que 6 matchs annoncés à la base. On notera donc que c'est finalement Deville, Sonia Deville, la partenaire de Chelsea Green, et ni Piper Niven, ni Carmella. Carmella qui étrangement n'a pas été autorisée à participer à ce match. On l'a vu au Hall of Fame pourtant, mais il y a un petit problème, je ne sais pas lequel. Hein, pour l'instant, j'ai pas trop d'infos à ce sujet. Là encore, le match n'aura pas duré longtemps, et à l'image du build-up feignant de ce match, on n'aura pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Raquel demeure bouquée forte. Shotzi se souvient parfois qu'elle s'est catchée, et toutefois un pouce vers le haut quand même à destination de Chelsea Green, qui a réussi à se démarquer quand même avec ce personnage très comique et des moments bien marrants, hein, comme celui où elle envoie Raquel au sol, ce qui a pour conséquence de lui faire porter à Raquel un follow slam à sa propre partenaire, du coup, à savoir Deville. Le moment aussi où, pour éviter d'avoir affaire à Raquel, elle préfère plonger sur tout le monde à l'extérieur, moment qui pour moi était le plus drôle du match. Et le dernier moment aussi, c'est celui où Sonia Deville porte une petite balayette à Raquel, ce qui a pour conséquence de faire porter à Green un DDT à Raquel. Donc de bonnes idées, hein, je dirais, bien fun, qui furent les seuls vrais bons moments d'un match bien oubliable. J'ai eu aussi une peur pendant tout le match, hein, avec l'absence quand même de Ronda et Shayna pendant une grosse partie du match, me demandant s'il n'y avait pas eu une blessure. Et en effet, bon bah, elles apparaîtront quand même en toute fin de match pour s'en prendre d'abord à Morgan, hein, et l'évacuer du ring, et à s'en prendre aussi à Shotzi avec une Shayna pieds nus, hein, on a vu au niveau du pied droit, et boitillante. Donc visiblement une entorse de la cheville ou une foulure, quelque chose comme ça. Donc à mon avis, le match ne s'est pas totalement déroulé comme prévu, et c'est même sûr. Et les MMistes ont dû rater quelques spots, hein, initialement prévus avant de passer directement au finish, hein, qui rappelait d'ailleurs la fin du match entre Ronda et Shotzi, hein, au Survivor Series, hein, avec ce armbar porté très tranquillement par Ronda au centre du ring. Il n'y avait personne autour, hein. Ronda du coup n'aura franchement pas foutu grand chose dans ce match, hein. Je pardonnerai davantage Shayna, hein, forcément, puis qu'elle était blessée, mais Ronda elle a rien fait d'autre, hein. Victoire pour moi logique des MMistes, pour qui j'avais finalement opté, hein, dans les pronos, plutôt que Raquel et Liv, en me disant après coup qu'il serait peut-être plus judicieux d'opter pour une équipe heel après la victoire des Face, donc des Street Profits, dans le showcase masculin la veille, hein. Et ça permet en plus d'établir des challengers heel à la team Face, Becky
et Lita, ce qui peut raconter pas mal de choses d'ailleurs avec Becky en face de Shayna et Ronda, puisqu'elle connaît très bien les deux, elle a eu des histoires avec les deux. Voilà, donc pas grand chose à raconter, pas de storyline, pas de build-up, rien du tout. Le minimum syndical, au moins avec les hommes, ils ont quand même tenté de nous builder un tant soit peu le match avec le 4 contre 4. Et aussi ce qu'ils auront fait à SmackDown, au moins ils auront tenté un petit peu de builder le truc et de nous donner envie. Les filles, ils ont pratiquement rien fait, quoi. C'était vraiment très très lazy. Et il serait vraiment temps voilà, de faire une vraie division féminine par équipe, parce qu'au lieu de créer à chaque fois des équipes random, faites des vraies équipes, quoi. Il y en a, il y a de quoi faire. Je pense que il faut vraiment essayer de rendre un peu plus légitime cette division tag team et puis rendre légitime ces ceintures, quoi. Parce que là, elles ne servent à rien ces ceintures pratiquement. On oublie pratiquement qui sont les championnes à chaque fois, quoi. Voilà. Le match suivant, le match très attendu, le triple threat. Match comptant pour le titre intercontinental. Je lui ai donné la très bonne note de 4,5. Un match hyper attendu qui sonnait déjà comme le banger de cette nuit 2. Et franchement, ça l'a été, quoi. Très clairement, très clairement, les trois hommes se sont livrés une bataille sans merci, comme rarement vu dans un triple threat match. Les atémis étaient sacrément impactants et ont résonné dans tout le stade. Les coups étaient rudes et les trois sont vraiment allés au bout d'eux-mêmes pour nous divertir. L'histoire entre Drew et Sheamus était aussi très bien racontée, les deux collaborant d'une part pour détruire Gunther, puis plus tard, d'autre part, avec Drew qui va tirer Sheamus pendant le pin, en lui brisant à nouveau son rêve de Grand Slam Champion. Les deux pourraient se foutre sur la gueule pendant 1 heure, qu'on n'en serait pas lassé. Chaque homme a été superbement mis en valeur et le public était hyper investi, avec un fort penchant très notable du côté de Sheamus, dont l'overness est toujours intact. Tous ces coups de tambour sur la poitrine de ses adversaires marchent super bien auprès du public, car ça permet de le faire participer en même temps. On y croit d'ailleurs plusieurs fois pour Sheamus, mais finalement, Gunther arrivera en opportuniste pour porter un splash à Sheamus en plein tombé sur Drew, suivi d'une powerbomb portée par Gunther sur Sheamus directement sur Drew, puis d'une autre powerbomb portée directement à Drew pour s'imposer. Les commentateurs sont debout et on ne peut faire autrement, même si je dois bien l'avouer, je suis quand même aussi déçu pour Sheamus, qui décidément n'arrive pas à prendre ce satané titre intercontinental, qui est le seul qui lui manque. Et Dieu sait que j'apprécie ce règne de Gunther, qui fait franchement un champion d'exception, mais très franchement, je pensais que ce triple threat était l'occasion idéale de protéger Gunther dans la défaite, tout en offrant ce superbe cadeau à Sheamus, qu'il a largement mérité. Maintenant, bon, quand on voit que Reigns a conservé, du coup, la place de top heel, elle est toujours occupée. Ça peut aussi expliquer cela. Ça arrivera peut-être un jour, en tout cas ce cadeau pour Sheamus, et on lui souhaite. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais à nouveau triste pour lui, à l'image de ce qui s'était passé à Clash of the Castle. Mais en dépit de cette petite clim, qui ne sera pas la première de la soirée, loin de là, ce match est vraiment le show stealer de cette nuit 2, et un match qui comptera dans les palmarès de fin d'année. Ça c'est clair, vraiment un super match, tel que je l'attendais. Brutal, intense, dynamique, et même avec du storytelling, le tout dans une ambiance de feu. Voilà, 4,5, vraiment bravo aux trois hommes pour ce grand moment de catch. Voilà, franchement, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Le match suivant, Asuka contre Belair, je lui ai donné la note de 4 étoiles, match qui était vraiment très indécis, possiblement j'irais même sûrement le plus indécis de tout WrestleMania. Je me suis vraiment arraché les cheveux pour faire mon pronostic. J'ai changé à plusieurs reprises jusqu'au dernier moment. J'en ai vraiment perdu mon latin et j'avais vraiment aucune idée du dénouement de ce match. Ce qui est bien aussi. C'est bien aussi d'avoir de l'incertitude. Ce fut globalement un très bon match. Les deux ont une belle alchimie. Les moves s'enchaînent proprement. Ça va vite et on sent le côté dangereux et imprévisible d'Asuka qui peut très rapidement pousser son adversaire à la faute à tout moment. L'athlétisme et la force de Belair face à la technique et à la ruse d'Asuka, tout cela en faisait un très beau cocktail. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais aimé voir Asuka porter sa nouvelle soumission avec son bras barré, qui lui a permis de gagner plusieurs matchs dernièrement, depuis qu'elle est de retour, mais là, elle n'y sera pas parvenue. Ça aurait en plus permis de bien mettre en valeur la nouvelle Asuka, justement, comparativement à l'ancienne, et du coup là, en regardant ce match, j'ai pas franchement vu de différence entre les deux Asuka, en dehors du face painting et de la tenue, quoi. Sinon, c'était pas beaucoup de différence. Et on attendait aussi le Mist qu'on n'avait pas encore vu durant le build-up. Finalement, Belair, on va le voir, mais Belair va l'éviter, juste après avoir évité de peu le ref bump. On aura quand même eu une dernière résistance d'Asuka sur la première tentative de KOD, avant le KOD suivant, qui cette fois-ci aura fait mouche.
Belair donc finalement conserve son titre un an après l'avoir gagné à WrestleMania 38. J'avais malheureusement fait le mauvais prono en misant sur Asuka. J'étais à nouveau quelque peu climatisé après la défaite de Sheamus. C'est de plus la première défaite d'Asuka depuis son retour en mode Kana. Et vu que c'est clean en plus, je pense pas qu'ils vont prolonger la feud, à moins qu'on la rende encore plus heal et encore plus menaçante et qu'on ait encore une évolution du personnage. Mais j'y crois pas des masses. Et du coup, ça m'interroge sur l'identité de celle qui pourrait bien challenger Belair par la suite. Car il y a vraiment plus grand monde de crédibles ou de disponibles à l'heure actuelle, parce que sinon il y en a d'autres mais qui sont plus en équipe. Raquel reste bouquée forte, par exemple. Ça peut être une porte de sortie possible, même si elle est rattachée à SmackDown. Mais bon, comme elle connaît bien Belair depuis la NXT, elles sont bien copines, ça pourrait raconter quelque chose, et l'alchimie serait au rendez-vous. Attention tout de même aussi à ne pas faire quand même de Belair une Cena bis, une Cena au féminin, car ça pourrait vite saouler tout le monde et retourner le public contre elle. J'attends toujours quand même son heel turn, avec impatience d'ailleurs, car je ne doute pas que cela arrivera un jour, histoire de faire un peu évoluer son personnage, je pense que ça sera nécessaire. Déception du résultat, mis à part, le match est solide et très qualitatif, même s'il est un bon cran en dessous du Flair contre Ripley en comparaison. Je pense qu'il y avait la place pour faire encore mieux entre ces deux-là, peut-être dans les mois à venir, qui sait. En tout cas, Belair aura gagné tous ses matchs WrestleMania dans son histoire, à l'inverse d'Asuka, qui est toujours à la recherche de sa première victoire à WrestleMania. C'est quand même incroyable, une malédiction pour elle, que ce soit en équipe ou en solo, elle ne gagne pas un seul match à WrestleMania, quoi. Donc il va falloir briser cette losing streak. Là, c'est pas possible. Voilà, il faudra espérer des jours meilleurs pour Asuka. Mais voilà, il a manqué effectivement un petit quelque chose qui rendrait ce match encore plus épique. Voilà, je lui donnais un 4, ça aurait pu être un 3,75, j'ai peut-être été un poil généreux, mais c'est à peu près l'idée, je dirais, l'impression que j'ai eue à la fin de ce match. Le match suivant, Finn Balor contre Edge, même je dirais Demon Balor, puisque voilà, on nous l'a même annoncé à Raw, enfin c'était même plus un teasing, c'était carrément un spoiler, voilà, c'était même officiel. Donc on le savait. 3,5 pour ce match, une note qui est pas ouf au final, je expliquerai pourquoi. J'ai beaucoup aimé en tout cas l'entrée de Edge sur la musique de Slayer. C'était badass, très charismatique, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie. Ça fait plaisir aussi de retrouver la cage grise traditionnelle du Hell in a Cell, nous qui étions dernièrement habitués à la voir en rouge. Là encore, la prise de pouvoir de Triple H a fait son œuvre, probablement, et ça fait plaisir de retrouver cette cage grise. Je m'attendais à une entrée plus originale par contre pour Demon Balor, mais bon, c'était tout de même assez esthétique, notamment dans la partie au ralenti, avec la fumée violette, c'était plutôt joli. La coloration en rouge et en violet des différentes armes utilisées n'était pas franchement indispensable, je pense. Évidemment, le fait principal du match fut le moment où Edge aura balancé assez violemment une échelle à la gueule de Balor, provoquant un incident et une ouverture au front assez profonde et une longue interruption du match, ce qui forcément est dommageable. D'autant que niveau kayfabe, oui, forcément, c'est quand même bien difficile de voir des médecins s'occuper d'un personnage censé incarner un démon qui ne ressent pas la douleur. Effectivement, c'est compliqué, mais là, à ce moment-là, il y a un protocole commotion, il a fallu aussi suturer, et le front était très ouvert, et évidemment la caméra a pris bien soin de ne jamais montrer Balor et de faire des plans serrés sur Edge en attendant. Il fallait meubler, et Edge, du coup, il a essayé de meubler en ramassant d'autres armes sous le ring, voilà quoi. Ça arrive dans le catch, malheureusement, c'est des incidents. Mais heureusement, Balor va vite finir par revenir en bon état, en réimprimant un bon tempo d'ailleurs, histoire de bien nous remettre dans le match. Je trouve que c'était assez intelligent de sa part. Le public restera néanmoins assez investi quand même dans ce match, mais c'est vrai que pour ma part j'étais quelque peu refroidi par cet incident malencontreux, et évidemment alors ce qui était drôle c'est cette petite plateforme là quand même qui est située vraiment totalement par hasard en haut de la cage là, et qui va permettre à Balor de s'élancer depuis cette petite plateforme et de tenter un coup de grâce sur une table, mais Edge va esquiver, et c'est la table qui va s'éclater en deux. Edge va finalement achever le travail avec un concerto, comme pour clôturer une dernière fois ce long chapitre entre Edge et le Judgment Day, un peu à l'image de la feud entre Jungle Boy et Christian. Très franchement pour moi, ce fut encore l'occasion d'une nouvelle clim, car autant que Demon Balor perde face à l'invincible Roman Reigns, passe encore, mais contre Edge, un vétéran, qui n'a plus rien à prouver, et qui est dans un match taillé pour un démon, le Hell in a Cell, ça c'est pour moi c'est au-dessus de mes forces quoi. Franchement, autant mettre Balor en mode normal, si c'est pour faire ça,
à ce moment-là, c'est pas la peine, quoi. Damon Balor, là, pour moi, c'est un Finn bis, et il est définitivement enterré à son tour. Franchement, comme je disais tout à l'heure, les personnages surnaturels, bah, c'est pas le truc de la VVE. C'est visuellement cool, ça fait vendre des figurines, c'est cool, mais d'un point de vue booking, bah, c'est toujours un truc casse-gueule. Et on l'a encore vu ici, quoi. On n'y arrive pas. Le match aurait pu être bien meilleur, hein, et évidemment, il y a cet incident. Il y a aussi de bons spots. Il y a des bonnes choses. Voilà, Edge qui porte évidemment le kill switch de Christian. Voilà, bon, ça forcément ça se racontait. Mais le résultat n'est pas à mon sens le bon. Et on aurait pu aller bien plus loin que ça dans l'audace et dans le storytelling. Pas d'overbooking d'ailleurs, hein, on n'a pas vu le Judgment Day, rien. Hein, c'est resté assez sage à ce niveau-là. J'irai pas au-delà de 3,5, donc c'est une note assez correcte, hein, mais bien en dessous de ce que ce match aurait pu être, encore plus dans une telle stipulation, quoi. Je trouvais déjà que c'était le match de trop, en plus entre ces deux-là, et j'aurais largement préféré que Edge affronte quelqu'un d'autre, hein, franchement. Et voilà, quoi. J'aurais préféré largement que le Judgment Day ressorte très fort et qu'il s'impose dans tous leurs matchs, quoi. Et ça a été loin d'être le cas puisque même Dominique a perdu, hein. Et on va finir donc avec le main event, le grand main event entre Roman Reigns et Cody Rhodes. 4 étoiles écart, voilà, une bonne note, très bonne note, mais quand même que je vais quand même nuancer, hein, vous verrez pourquoi. À noter quand même la présence de Negative One, -1, hein, le fils de Brody Lee, de John Huber, dont Michael Cole parlera juste avant le match, lorsqu'on le verra à l'écran. Hein, c'était un beau moment, hein, d'autant que Cody va lui offrir sa ceinture. On verra également Brandy Rhodes d'ailleurs au passage avec son enfant. Un match qui a beaucoup fait réagir, hein, sur les réseaux sociaux en tout cas, et qui va beaucoup partager. Moi très franchement, si je dois parler du match en tant que tel, bah moi j'ai vraiment assisté à un grand match, digne d'un vrai main event de WrestleMania. Il y avait tous les éléments réunis pour en faire un match épique et historique. La tension était palpable, le public chauffait à blanc, et on attendait tous le dénouement de cette folle histoire. Les deux hommes seront très bien restés dans leur rôle, hein. Reigns, le heel arrogant qui prend bien son temps entre chaque move, bien aidé de Solo Sikoa à l'extérieur, hein, pour venir emmerder Cody, et un Cody ultra babyface qui subit pas mal et dont les comebacks fonctionnent aisément auprès du public. Là encore, après les matchs face à Owens et Zayn, j'ai été moins gêné que d'habitude par le rythme de sénateur de Reigns, tellement j'étais vraiment pris par l'enjeu et les multiples comebacks de Cody. On pouvait s'attendre à un match épique, hein, et ce fut clairement le cas. L'overbooking habituel, hein, n'a évidemment pas été oublié, avec ce énième bum d'arbitre, hein, qui aura permis notamment aux Usos, puis à Sami Zayn et à Kevin Owens d'intervenir pour ensuite se battre dans le public et s'en aller. Malgré le stunner d'Owens et le Helluva Kick de Zayn sur Reigns, la tentative de tomber de Cody fut vaine, décidément, hein. On se demande vraiment comment vaincre Reigns, ça paraît impossible. Même plusieurs crossroads n'auront pas suffi. Il faudra alors une intervention de Paul Heyman, hein, pour perturber l'arbitre, pendant que Sikoa reviendra alors en capuche avec un Samoan Spike à la gorge de Cody pour que Reigns vienne finir le job avec un spear. La clim est juste énormissime, gigantesque, encore plus grande, hein, qu'après la défaite de McIntyre à Cardiff, qui était déjà d'ailleurs à cause de Sikoa, hein, il faut le rappeler, c'était pour ses débuts d'ailleurs à ce moment-là dans le main roster. Là franchement, c'est la douche froide. Faire un 50-50 entre la défaite des Usos et la victoire de Reigns, c'était un scénario que j'avais aussi envisagé, hein, mais pour moi, franchement, c'est pas le choix que j'aurais fait, et c'est surtout là que ce match va partager. J'ai vu fleurir plusieurs réactions épidermiques, hein, liées à ce choix de booking, avec une note sur Cage Match assez quelconque, de 7,35 sur 10, et les réactions assez sévères aussi, vis-à-vis de cette Mi-2, qui en ont découlé, hein, parce que comme d'habitude, lorsqu'une fin de pay-per-view ne nous plaît pas, on va avoir tendance à descendre l'entièreté du pay-per-view en flèche, comme si on avait soudainement oublié ce qui s'était passé avant le main event, hein. Mais me concernant, oui, j'ai donné un 4 étoiles à l'écart à ce match. C'est donc une très bonne note, hein, pour un très gros main event de WrestleMania. Évidemment bien meilleur que ce que le Reigns Lesnar de l'année dernière. Mais en réalité, j'ai mis une grosse pénalité à ce 4,25 là. Car si Cody avait gagné, je serais sans doute monté à 4,75, comme le main event de la nuit 1. Mais je serais peut-être même monté à 5 étoiles. Car l'émotion aurait été incroyable. Et le moment aurait été historique.
Et j'ai pas grand chose à reprocher à ce match en réalité. On a eu tout ce qu'on attendait. La construction fut bonne. Il y avait l'atmosphère. Il y avait l'épicness des gros pay-per-view de la VVE. Mais le choix de booking, très franchement, m'interroge. J'avais déjà déploré le moment raté avec McIntyre à Cardiff. Mais là, c'est encore une plus grosse occasion historique à côté de laquelle ils seront passés, à mon sens. WrestleMania, c'est juste le moment idéal pour provoquer un événement majeur qui permettra de passer à un nouveau chapitre et de raconter une autre histoire. Et là, on a fait venir 80 000 personnes pour assister à ce couronnement de Cody. Et à la fin de l'incroyable règne du Tribal Chief, et bah tu finis comme ça, tout penaud et incrédule, avec une fin de WrestleMania totalement glaciale, et à l'opposé de la soirée vécue la veille. Alors oui, bien sûr que l'histoire de la Bloodline est incroyable, et qu'on n'a pas vraiment envie qu'elle se termine, mais comme je le disais dans ma précédente vidéo, bah, il faut aussi savoir arrêter au bon moment les bonnes choses, avant qu'elles ne nous lassent, et qu'on en ait une indigestion. Et il faudrait pas que ça gâche tout, quoi. Le moment de la fin de règne de Reigns est vraiment bien trop long à intervenir. On est à nouveau ici dans le cas d'un booking de frustration, un peu à l'image de Bianca Belair, lorsque elle s'est fait squasher par Becky à SummerSlam 2021 et qui aura mis finalement 8 mois avant de récupérer son titre honteusement perdu. Voilà, un booking de frustration. Alors oui, bien sûr que Cody pourrait très bien être couronné plus tard pour enfin avoir le happy ending tant attendu, mais on reporte à nouveau l'échéance et à la longue, bah ça devient franchement fatigant, quoi. Le cap des 1000 jours de règne sera atteint dans 2 mois pour Reigns, mais très franchement, si le but c'est juste d'atteindre ce cap et ce chiffre symbolique, bah, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Son règne est déjà suffisamment historique comme ça. Voilà, donc que ce soit 935 ou 1000, franchement, ça a aucun intérêt, ça a aucune différence. Je pense que la VVE, là, elle est à nouveau passée à côté d'un grand truc, d'un grand moment. Si Cody finit par détrôner Reigns, le moment sera certainement beau, hein, mais dans combien de temps? Dans combien de temps ça arrivera-t-il? Ont-ils considéré que l'introduction de Cody dans la storyline de la Bloodline était peut-être trop prématurée pour lui donner le titre aussi vite? C'est aussi une possibilité, mais à ce moment-là, quand lui donner son moment, quoi? Quand lui donner ce moment à Cody, pardon, à SummerSlam, Crown Jewel, Survivor Series, Royal Rumble, Mania 40, et quid du futur vainqueur du Money in the Bank, aussi qu'il faudra pas non plus oublier dans l'histoire, qui pourrait très bien être Cody d'ailleurs, voire Solo Sikoa, ça pourrait être drôle. Mais bref, un sentiment, je dirais, partagé pour moi sur cette fin de WrestleMania, entre l'impression d'avoir vraiment assisté à un grand match et d'un autre côté l'impression que le dénouement n'était pas le meilleur et qu'ils auraient pu faire vraiment mieux. Au moins on a évité, je dirais, la présence du Rock. Je pense que ça c'est une bonne chose. Mais je pense qu'on est passé quand même à côté d'un gros truc. Autant voilà, la première nuit, effectivement il y a eu beaucoup de feel good moment, mais au moins c'était les bons choix de booking. Autant la nuit 2, bah, nous aurons beaucoup climatisé à l'opposé, et avec, là, à l'inverse, pour moi, des mauvais choix, comme la défaite de Balor, la défaite de Cody, la défaite d'Asuka, Sheamus qui n'arrive pas à prendre ce fameux titre intercontinental. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses, de beaucoup de bons moments qu'on aurait pu vivre. Alors oui, ça aurait pu peut-être, du coup, pas faire beaucoup de moments clim dans tout ce WrestleMania, si c'était arrivé. Mais il y a des choix, à un moment donné, il faut savoir les faire. Il y a des bonnes choses à faire, et c'est dommage de passer à travers, quoi. Voilà, bah c'est comme ça, quoi. Comme je le disais en introduction, je pense qu'il aurait fallu peut-être un peu plus mixer les bons moments et les moins bons moments, quoi, parce que là c'était vraiment, je dirais vraiment le blanc et noir de 24 heures après, quoi. C'est assez impressionnant quand même ce qu'ils ont fait là. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire donc pour cette review de WrestleMania 39. Bah, j'espère que ça vous plaira. J'ai fait relativement court, en moins d'une heure. Je vous invite bien sûr à liker, c'est très important pour moi de liker cette vidéo au plus grand nombre, à partager, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite bien sûr aussi à commenter cette vidéo, à me dire aussi ce que vous en avez pensé, à donner vos notes, vos impressions. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas, peu importe.
Ça, c'est évidemment chacun a son avis, hein, et il y a des milliers d'avis, hein, de toute façon, chacun le sien. Je remercie à nouveau le camarade TT pour sa miniature et ce très beau visuel que l'on peut voir à nouveau à l'écran. Vraiment merci, c'est magnifique. Prochaine vidéo. Alors je m'étais trompé, la dernière fois j'avais dit rendez-vous le 29. Non, ce n'est pas le 29, et rendez-vous le 30 avril, donc le dimanche 30 avril. Nous serons à ce moment-là à 6 jours de Backlash à Porto Rico. Donc le dimanche 30 avril, je prévois donc de publier mon prochain numéro du Manso Catch, et on reviendra du coup sur mon top 5 des matchs que j'ai préférés sur les 4 dernières semaines, et nous ferons donc les pronostics de Backlash. Voilà pour le programme. Ce sera donc relativement léger. Hein, voilà, c'est pour ça que j'ai préféré faire cette review de Mania maintenant, en plus à chaud, et ne pas faire une vidéo trop longue la prochaine fois dans mon Monster Catch. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous, merci de votre fidélité, passez une très très bonne semaine, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo. Ciao à tous.